Bonjour à tous et bienvenue dans Long Live, le podcast de la longévité. Aujourd'hui, nous accueillons un monument du sport français, un nom que vous avez tous entendu prononcer, notamment autour des pistes d'athlétisme. Stéphane Diagana est dans Long Live. On va parler d'éducation, de comment devenir sportif de renommée mondiale, les rôles du parent, l'amour pour son sport qui nous fait continuer à pratiquer à vie, peu importe son niveau. Et Stéphane nous parle aussi de son engagement pour le sport santé et vous allez halluciner sur l'impact que pourrait avoir le sport d'un point de vue économique sur un pays tout entier. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci beaucoup Stéphane de venir jusque nous. Merci Lucille. Alors, moi, je suis toujours très impressionnée quand je te vois, même si on a déjà travaillé 2-3 fois ensemble, parce que pour moi, t'es toujours le héros du 400 mètres, le 4x400 avec Marc Raquil et Leslie Jones et Naman Keita. Naman Keita, exactement. Et voilà, et donc ça reste quand même gravé dans ma mémoire, ce moment incroyable, la remontada du quatuor français. Donc, tu es un champion du 400 mètres. 400 mètres haies, 400 mètres haies, et puis relais 4x4. 400 mètres. Et tu as 55 ans. Oui. Et tu cours en... C'est 56 cette année, mais 55 pour l'instant. Voilà, 55, bientôt 56. Et tu cours encore le semi-marathon en 1h20 sans entraînement. Si, je m'entraîne quand même. Non, si, je m'entraîne. Non, Okay. Je m'entraîne pas spécifiquement. Je fais pas de plan d'entraînement. En fait, je dis pas je m'entraîne, mais je m'entretiens, on va dire. Je fais souvent du sport, mais je fais pas des plans spécifiquement pour faire tel temps. Voilà, c'est sur ce que je fais à vélo, c'est sur le fait que je cours régulièrement. Mais sans préparation spécifique, on va dire. Et c'est fou parce que tu es quand même un seul symbole, du sportif qui vieillit super, en forme. Parce que tu vois, on a eu les images de Maradona, de footballeurs, même d'anciens sportifs qui se sont un peu délités sur le long terme. Et pas toi. Du coup, comment est-ce que tu as fait ? Non, je suis pas le seul et souvent c'est vrai qu'il y a des trajectoires assez différentes. C'est vrai qu'on voit des athlètes vraiment qui étaient très 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 athlétiques et puis après qui ne maintiennent pas la pratique tout simplement. Et en fait, ce qu'il y a derrière souvent, c'est la raison pour laquelle on fait du sport. Moi, j'aimais faire du sport pour me dépenser, j'aimais courir. J'ai pas pris ma première licence pour être un champion en fait. J'ai pris une licence parce que j'aimais ça. Et quand j'ai arrêté ma carrière, j'aimais toujours courir et j'ai pas été dégoûté par ma pratique et je l'ai pas fait dans le sacrifice en me disant c'est pour être champion. J'ai fait parce que j'aimais ça. Donc quand on a cette motivation-là, on continue derrière. Quand on est sur un sport, je sais pas, vous faites de l'escrime et vous n'aimez que l'escrime et aller courir pour vos entraînements d'escrime, c'est une corvée. Aller faire de la musculation pour vos entraînements d'escrime, c'est une corvée. Et que vous arrêtez l'escrime, vous arrêtez tout. Parce qu'il n'y a plus aucune raison d'aller courir, d'aller faire de la musculation, des renforcements, parce que vous n'aimez pas ça. Et en fait, tout dépend de votre motivation. Si elle est très intrinsèque dans le plaisir de votre pratique et qu'elle inclut la dimension physique, le plaisir de l'effort physique, vous continuez. Si ce n'est pas le cas, vous ne continuez pas. Mais quand on voit des gens comme Lizarazu qui continuent, c'est quelqu'un qui courait beaucoup, qui était très généreux sur le terrain. Et je pense qu'il aimait ça au-delà du football lui-même. Il aimait l'effort physique. Donc, c'est quelqu'un qui a continué à pratiquer, qui fait du vélo, qui court, qui fait plein de sports. Voilà. Ce que tu es en train de me dire, c'est que même quand tu avais tes entraînements ultra intenses, je pense dans les années 90-2000, le sport de haut niveau, c'était quand même un plaisir, même si c'était très dur. Moi, j'ai jamais fait de sacrifice. Ce que je dis tout le temps, il y a beaucoup de gens qui parlent de sacrifice dans le sport. J'ai fait des choix. On renonce à certaines choses, on est obligé, on a des choix à faire, mais j'ai jamais vécu ça comme un sacrifice. Donc oui, c'était dur, parfois les séances, mais j'ai même confronté à cette difficulté, non pas parce que j'étais maso, mais juste parce que je savais que c'était des étapes nécessaires, que ça fait partie du parcours si on veut faire du haut niveau, et parfois de s'engager dans des choses qu'on n'aime pas. On ne fait pas que ce qu'on aime quand on est sportif de haut niveau. Sur le terrain et hors du terrain, ça vous amène à devoir maîtriser pas mal de choses sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise au début ou que vous n'aimez pas, et puis après que vous apprivoisez et que vous commencez à apprécier. Et donc après, comment est-ce qu'on gère donc l'après ? Quand est-ce que ça s'est vraiment terminé, toi, ta carrière ? Moi, j'ai pas trop suivi. Je me rappelle vraiment de ce relais là en 2003. 2003, l'année d'après. J'arrête en 2004. J'essaie de préparer les Jeux d'Athènes puisque j'ai participé aux Jeux en 92 à Barcelone et malheureusement j'étais blessé après en 96 pour les Jeux d'Atlanta où c'est vraiment là que j'aurais pu peut-être aller chercher un titre ou une médaille. Et puis 2000 blessé encore. Donc 2004, je me dis c'est ma dernière chance à 35 ans et je savais que j'arrêterais ma carrière quoi qu'il arrive fin 2004. Et malheureusement, je me blesse dans la préparation d'Athènes, donc j'arrête en juillet 2004.
Ok. Et alors là, comment est-ce qu'on vit parce que c'est vrai qu'on a vécu là, les Jeux Olympiques de Paris, on a vu beaucoup d'athlètes briller, devenir d'un seul coup voilà, des héros de lumière. Et maintenant, j'imagine plus beaucoup, voilà, juste peut-être dans leur fédération ou leur compétition. Mais comment est-ce qu'on gère ça sans sombrer? Parce qu'on a entendu beaucoup aussi d'athlètes qui ont eu des burn-out, des moments vraiment très durs en santé mentale. Oui, c'est vrai que la fin de carrière, c'est toujours compliqué. Tu l'avais préparé quand même? Voilà, alors plus on la prépare, plus c'est facile en fait, mais c'est toujours compliqué. Je dis, il y a plusieurs ruptures en fait. Il y a une rupture sociale avec un environnement potentiellement qui est votre environnement familier, de l'athlétisme, avec un rythme de vie qui est réglé de manière très précise. Donc il y a cette rupture-là avec une passion. Voilà, c'est vraiment une rupture amoureuse d'une certaine façon. Et tu dois t'y préparer. Oui, on doit s'y préparer. Et quand on court en athlétisme, on a les listes de départ, on appelle ça les start lists, et puis il y a les dates de naissance. Alors, au début, on voit la date de naissance, on est parmi les plus jeunes, puis tout à coup, on se voit parmi les plus vieux, et on se dit que finalement, le sport part pour une plus jeune ou pour des plus jeunes. Et on a cette rupture-là. Tu vis une première vieillesse, en fait, sans être vieux. Oui, c'est ça, exactement. On voit bien, et puis en plus, avec le sport, on sent très bien le vieillissement. C'est-à-dire qu'à partir de 26 ans, on sent que, pour moi, et quand j'en parle avec pas mal d'athlètes, autour de 26 ans, il y a une bascule qui se fait sur la capacité à récupérer. Et ce qui est assez frustrant, c'est que finalement, à 2 ans de la fin de ma carrière, j'ai réussi à courir presque aussi vite que mon meilleur temps, à 2/10 près. Donc je réalise le 2e meilleur chrono de ma carrière. Mais on est toujours sur la corde raide pour y arriver parce qu'on est toujours beaucoup plus exposé à la blessure. Le chemin pour arriver au niveau est beaucoup plus étroit et donc bien souvent on se blesse et ça devient plus compliqué. Mais c'est frustrant parce qu'on sent que c'est encore là. Mais pour y arriver, c'est plus compliqué. Ok, hyper intéressant. Voilà, les autres ruptures, ça peut être des ruptures. J'ai parlé de la rupture sentimentale, sociale, mais ça peut être des ruptures aussi liées à des difficultés à se projeter vers des choses qui vous attirent. Parce qu'on parle d'une passion quand même. Et donc quitter sa passion pour quelque chose qui nous plaît moins, on ne sait pas forcément quoi, c'est compliqué. Et puis si on n'a pas été formé, et puis il peut y avoir une rupture aussi, des problèmes financiers pour des gens qui n'ont pas... Donc quand vous avez tout ça à la fois, c'est très compliqué, vous avez besoin d'être accompagné. Et tu as été accompagné justement parce que je sais que le gouvernement, le ministère des Sports communique beaucoup sur l'insertion des sportifs de haut niveau dans des grandes entreprises notamment. Est-ce que toi, tu as senti que tu avais été accompagné ou tu t'es quand même démerdé un peu tout seul ? En fait, quand je dis que je me suis démerdé tout seul, je reproche rien à personne. Pour moi, c'était normal que j'étudie à côté, bien sûr, dans le cadre d'un double projet, en dédoublant mes années. J'ai été diplômé à 35 ans de mon école de commerce parce que j'ai fait d'abord un DUT de biologie appliquée en 4 ans au lieu de 2, puis après j'ai arrêté 4 ans mes études, et puis après j'ai dédoublé les années encore, donc ça m'a mené à finir ma carrière en même temps que mes études à l'ESCP. Et donc, pour moi, ça me paraissait normal et évident qu'il fallait me construire en parallèle. Déjà, je pense que c'était sain par rapport à ma pratique de l'athlétisme d'avoir aussi d'autres choses. Surtout quand on n'est pas bien, qu'on est blessé, c'est pas mal d'avoir d'autres centres d'intérêt, d'occupation. Et puis, je dis après 35 ans, je ne veux pas être contraint à rester dans le milieu du sport et de l'athlétisme. Si j'ai envie de le faire, très bien, mais je veux m'ouvrir le maximum d'opportunités pour pas que ce soit... je dirais, quelque chose de vécu comme une contrainte. Et du coup, tu as toujours continué à t'entraîner, même quand tu as eu un peu cette rupture. Tu n'as jamais eu un peu ce dégoût dont certains, notamment les nageurs, parlent pas mal, cette espèce de dégoût du sport, ne pas avoir envie. Tu as toujours même continué à t'entraîner, même vers 36-37 ans? J'ai jamais arrêté. Quand j'ai arrêté, je me suis dit, maintenant, je vais faire de la course sur route parce qu'en équipe de France, je voyais des marathoniens et puis sur les championnats du monde, les Jeux Olympiques, et j'étais assez admiratif. Et je me suis dit, tiens, j'ai déjà fait les 100 mètres quand j'étais gamin, il faut que j'aille voir à l'autre bout ce que c'est que la course de fond et de grand fond. Et donc, j'ai fait 10 km, des semis, jusqu'à des marathons, avec bien sûr un entraînement bien moindre, en m'entraînant 3 fois ou 4 fois par semaine maximum. Mais j'ai toujours et puis après le vélo, mais j'en faisais déjà un peu quand j'étais athlète, le triathlon. Et non, moi ça fait partie de mon équilibre, et donc c'était évident pour moi. J'ai jamais eu l'envie même en vacances quand j'étais athlète, je restais
pas trop longtemps allongé à la plage. J'avais besoin de faire du alors, volley ou du sport, du foot, tout ce que vous voulez. ouais. Mais... Et tu penses que c'est ton éducation, c'est tes parents ou c'est juste vraiment toi intrinsèquement ? Non, je pense que c'est moi intrinsèquement. Et alors, les parents aussi, parce que j'ai passé beaucoup de mes vacances à la montagne à Val d'Isère. J'ai de la famille à Val d'Isère. Ailleurs aussi dans les Pyrénées, en Charente. Et j'ai beaucoup randonné, et surtout à Val d'Isère, beaucoup fait de randonnée avec ma mère, avec mes frères. Et j'ai pris le plaisir du corps en mouvement. Je pense que le plaisir de cette autonomie, de cet effort, donc ça m'a apporté beaucoup. Mais mes parents n'étaient pas très sportifs au sens sport, compétition, n'étaient pas engagés dans de la pratique. Mon père a fait du football et a entraîné dans un club de football, mais je l'ai jamais vu quand il en a fait. J'étais trop petit pour m'en rendre compte. Donc c'est pas ça qui m'a influencé. Par contre, oui, j'ai vécu beaucoup dehors, passé beaucoup de temps dehors en vacances, et dans les cours d'école, j'aimais courir tout le temps. Donc c'est assez intrinsèque aussi, je pense. Ouais, donc en gros, si on interviewe tes parents, comment on fait un champion, ils vont pas forcément dire, ils vont pas donner la recette, quoi. Ou alors, s'ils devaient répondre, ils disaient en le regardant faire et en essayant de l'accompagner à distance. Mais voilà, c'était très bienveillant. Bon, la priorité, c'était clairement l'école, je le savais. Ma mère était institutrice en plus. Donc, voilà, donc... mais ça, c'était une évidence pour moi aussi. Donc c'était quoi, le club d'athlètes normal, voilà, exactement. Et je savais que... Voilà, tout à fait. Et je savais que si à l'école ça se passait bien, ils ne viendraient pas me dire quoi que ce soit pour l'athlétisme. Donc bon, voilà, c'était un peu le... Et il y a un moment où ça bascule, où tu sens que tu peux devenir champion. Ça se passe à quel moment, en fait ? Alors moi, ça s'est passé assez tard, en fait. Je m'entraînais plutôt sérieusement. J'avais des bons entraîneurs. Peut-être parce que j'ai une croissance tardive ou pour d'autres raisons. Mais la catégorie junior, c'est moins de 20 ans, donc 18-19. La première année, je suis podium au championnat de France, donc c'est bien, c'est déjà bien, mais déjà je suis troisième, non, sur 110 mètres haies. Ok. Voilà. Et puis la deuxième année, je passe sur 400 mètres parce que j'ai des problèmes de croissance, j'ai mal au dos, donc le 110 mètres haies. En plus, nous on avait les adultes à cette époque-là, c'était pas les juniors comme maintenant. Donc je me dis, je vais passer sur 400 mètres parce que j'avais un entraînement assez large en termes de course. Puis ça se passe bien, je fais une finale au championnat de France. Et donc voilà, mais pas suffisant pour être international dans cette catégorie-là. À 18-20 ans. À 18-19 ans. Ah ouais, et puis malgré tout, tard. c'est tard. Alors, on est un sport à maturité. C'est vrai que c'est très tard pour la natation ou de la gym, mais on est un sport à maturité plus tardive en athlétisme, même si on a des gens qui sont très talentueux, très jeunes, comme des Usain Bolt ou autres, ou des Kevin Mayer, mais c'est vrai qu'on est un sport plutôt à maturité tardive. Donc c'est tard, mais pas non plus très très tard. Mais surtout, ça me donne l'opportunité quand même d'entrer à l'INSEP. Mais par la petite porte, quoi. Mon niveau était limite pour entrer à l'INSEP. J'étais ric-rac. Ouais, c'est rigolo. J'étais ric-rac pour entrer à l'INSEP, mais bon, la fédération m'a fait confiance en m'aidant à 50% pour la prise en charge de l'internat à l'INSEP. Et puis mon club, à Franconville à l'époque, m'a aidé pour les 50% restants pour que je puisse aller à l'INSEP. Et là, par contre, ça a vraiment décollé. Parce que j'ai rencontré Fernand Hurtebise, un entraîneur expert en la matière, un homme formidable en plus, dans un groupe de très haut niveau. Et que j'ai découvert que j'avais une très grosse capacité à m'entraîner. Donc on a doublé les entraînements très vite et ça a apporté des résultats. Une grosse capacité à m'entraîner, à récupérer en fait et à enchaîner les entraînements. Ok, hyper intéressant. Et ça, donc c'est-à-dire, c'est même plutôt pour les parents qui nous regardent, qui ont peut-être des enfants de 5, 10, 14 ans. En fait, vers 10, 14 ans, tu faisais quand même de la compétition. Tu étais déjà dans les plus forts ou juste normal ? J'étais 10-14 ans, j'étais bien, mais j'étais pas hors norme, quoi. J'étais pas le gamin de l'Île-de-France, je m'entraînais en Île-de-France, qu'on disait... en Île-de-France en plus pour percer. Voilà, il y a du monde, exactement. Donc j'étais bien. Je vais pas dire que on voyait que j'avais des qualités, mais il y avait fréquemment des jeunes, que ce soit au niveau départemental, quand je faisais du 100 hauteur à cet âge-là, qui étaient meilleurs que moi, un ou deux. J'étais pas forcément le gars qui dominait. Non. C'est hyper intéressant parce que tu vois, je trouve que vraiment vers l'adolescence, c'est souvent l'âge pendant lequel des enfants décrochent un peu de leur sport, on a un peu marre. Souvent. Les parents privilégient beaucoup plus l'école, les devoirs, qui prennent beaucoup de temps par rapport à des entraînements 3, 4, peut-être 5 fois par semaine si on a envie un peu de percer ou de bien fonctionner. Les élèves qui ont peut-être moins envie et aussi parfois des entraîneurs qui, parce que t'es pas forcément dans les plus forts, s'intéressent peut-être un peu moins à toi. C'est vrai que moi c'est ce que je rencontre dans les Yvelines là où je suis.
très souvent, en fait, les clubs font vite une section un peu compétition, assez élitiste, 4, 5, 6 entraînements, en tout cas en natation, par semaine. Les autres, on les laisse un peu sur la touche et finalement, ils se dégoûtent un peu tout seuls. Alors que tu vois, des champions peuvent avoir été juste normaux à 14, 15 ans. Oui, j'étais sur le haut quand même, Oui. mais j'étais pas le meilleur, sans ouais. hauteur quand j'étais en Benjamin en minime. Il y en avait un qui était meilleur que moi dans le département. Dans mon club, en longueur, quand j'étais dans cette catégorie, dans mon club seulement, il y en avait un qui était meilleur que moi. Donc, j'étais pas un athlète en norme, mais je faisais partie des meilleurs. Ouais. Ok. Ah, c'est hyper intéressant. Donc, après cette carrière sportive, donc jamais dégoûté du sport. Et là, moi, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et d'un seul coup, je t'ai retrouvé comme commentateur sur France Télé pour les championnats du monde d'athlétisme, championnats d'Europe, les Jeux, les JO. Et j'ai dit à mes enfants, mais c'est trop bien, il était trop fort, lui, vous vous rendez pas compte. Je leur ai fait regarder la vidéo YouTube. Et du coup, voilà, moi, mes enfants te connaissent comme commentateur. Bah, bien sûr, oui, comme beaucoup connaissent Yannick Noah comme chanteur. Voilà, c'est comme comment ça. Comment est-ce qu'on devient comme ça commentateur finalement? Parce que c'est un parmi 1000. Eh bien, en fait, tout simplement, quand j'ai arrêté exactement le 5 juillet 2004, j'ai annoncé que j'arrêtais ma carrière. Et peut-être 2 jours après, j'ai eu un coup de fil du responsable des sports à l'époque de Canal+, qui retransmettait à cette époque beaucoup d'athlétisme. Okay. Et puis et qui avait les droits pour les Jeux d'Athènes. Et puis de France Télévisions, juste peut-être un jour après ou 2 jours après, pour commenter les Jeux à Athènes, en fait. Et moi, j'aime l'athlé. Alors, je me suis dit, c'est vrai que c'est dur parce que c'est les Jeux auxquels j'aurais aimé participer, mais je tourne la page assez vite en général. Je me projette devant et je regarde si j'y vais pas, qu'est-ce que je vais faire finalement. Et là, je vais pouvoir partager ma passion. Je vais pouvoir. Donc, j'ai choisi France Télévisions et je regrette pas. Je travaille toujours avec France Télévisions plus de 20 ans après pour commenter les grands rendez-vous de l'équipe de France, championnat d'Europe, championnat du monde et JO principalement. Donc ça s'est fait assez naturellement et c'est une façon vraiment pour moi de rester au contact de l'athlétisme aussi. Quand j'ai arrêté, ça me permettait de rester quand même au contact de l'athlétisme dans cet univers et de partager voilà, ma passion avec le public. On te sent hyper équilibré en fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé, peut-être en préparation mentale, des psys, ta famille, des proches? C'est marrant parce que on parle de mots importants pour moi. J'en parlais, j'avais une discussion à ce sujet-là et je disais équilibre. c'est le mot qui est pour moi voilà, c'est dans la vie, de manière générale, c'est quelque chose que je recherche toujours et que et je questionne toujours la question. Je questionne toujours la notion d'équilibre quand je dois faire des choix. Donc oui, c'est sans doute quelque chose que je travaille dans mes choix et voilà ce que ça m'a apporté, ce que ça va me coûter sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan professionnel et je raisonne en général en notion avec cette dimension, cette notion d'équilibre assez présente à l'esprit, consciemment ou inconsciemment. Avant qu'on aille parler un peu plus loin du sport santé sur lequel tu es très investi, j'aimerais bien qu'on parle de dopage. Parce que donc, sur ce 4x400 mythique, l'équipe américaine a été exclue, disqualifiée après course pour dopage. Oui. À l'époque, on parlait quand même pas mal de dopage. C'était l'époque aussi de Lance Armstrong. Où est-ce que ça en est, à ton avis? Parce qu'on n'a pas du tout parlé de dopage pendant les JO, rien du tout, donc tant mieux. Ouais, il n'y a eu que quelques cas, j'ai vu après. Après Sochi et le dopage massif. Oui, bien sûr. Bon, il y a des mesures qui ont été prises aussi. Les Russes, alors il y a des traitements différents, mais pour ce qui concerne l'athlétisme, là, la Fédération internationale, World Athletics, vient de reconduire la suspension des Russes. Alors, il y a deux sujets qui se confondent. Il y a le sujet de la guerre en Ukraine, mais depuis 2015, il y a un sujet de conformité en matière de lutte antidopage, d'indépendance de l'agence de lutte antidopage russe. Et pour l'instant, tout n'est pas carré et comme il le faut. Donc, je pense que voilà, la suspension, elle est sur ces deux sujets. Donc, il y a un travail qui est fait au Kenya aussi de manière importante, puisqu'il y a eu beaucoup de cas de dopage, et assez récents, avec des managers européens qui se sont dit tiens, on a des très bons coureurs, on va peut-être avoir des très très bons coureurs si en plus on amène ça. Donc
Il y a un travail qui est fait. Maintenant, je pense que ça existe toujours. Et la difficulté que l'on a, c'est que la progression des performances aujourd'hui, on sait dans certaines disciplines qu'elle s'explique par les nouvelles chaussures, les nouveaux revêtements de pistes aussi. Mais comme je dis, un train peut en cacher un autre. Et on a peut-être une progression qui est due en partie par les chaussures, une progression qui est due en partie par les nouvelles pistes, et peut-être une progression qui est due... Mais du coup, on ne parle plus dopage, parce qu'il n'y a pas de cas, ou moins de cas révélés. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut peut-être dire qu'il y a des techniques aussi qui sont plus difficiles. On sait qu'il y a des micro-dosages qui peuvent avoir des effets importants, avec des fenêtres de détection très courtes. Donc même avec des contrôles inopinés, même avec le système de contrôle qui oblige les sportifs à se localiser au moins 1 heure par jour, tous les jours de l'année. Malgré ça, peut-être qu'il y a encore des gens qui passent au travers. C'est le jeu du chat à la souris toujours. Et tu as entendu parler du neurodoping, la stimulation de l'hippocampe ou l'hypothalamus pour résister plus à la fatigue et à la douleur. Bien sûr. De toute façon, on peut doper la douleur est un signal qui est là pour nous alerter et qui nous freine directement. Ce qu'on apprend à faire naturellement, c'est à la surpasser, mais peut-être qu'il y a encore des verrous à faire sauter de manière artificielle qu'on ne peut pas faire sauter par sa simple volonté. Donc les tricheurs, malheureusement, regardent toutes les options possibles pour pouvoir améliorer la performance. Ok, on sent que c'est quand même un sujet un peu tendu, on ne sait pas trop quoi. En gros, on sait qu'il y en a, mais on ne sait pas trop où. Et on ne sait pas quelle est l'ampleur. C'est très très difficile. Parce que le cyclisme, par exemple, toi qui fais beaucoup de vélo, les épreuves sont encore plus dures. Les coureurs cyclistes vont beaucoup plus vite. Tu vois, je veux dire, là, les épreuves de Tour de France sont quand même malades. Oui, Ils vont plus vite. Oui, à l'époque, il y avait tout début, il y avait des étapes plus longues encore qui faisaient 300 km. Mais c'est plus le même sport. Mais c'est vrai qu'on voit des records qui sont battus, qui appartenaient à des gens dont. Et maintenant, il n'y a pas que le Tour de France. Maintenant, il y a le Giro, tu vois, ça n'arrête pas. Ils ont des compètes tous les 2 mois, même toutes les 2 semaines, les cyclistes. Oui, bien sûr. C'est quand même très courte. C'est vrai que malheureusement, ça interpelle. Après, il y a une science de l'entraînement qui progresse aussi. Ça, faut pas enlever non plus ça. Comme je le dis souvent, la RDA, l'Allemagne de l'Est, c'était le dopage, mais c'était une science de l'entraînement qui, même sans le dopage, aurait sans doute permis d'être devant dans bien des cas, parce qu'il y avait une rationalisation de l'entraînement et des équipements qui construisaient que même maintenant on a du mal à imaginer. Donc je pense que dans le cyclisme aussi, l'entraînement est mieux calibré qu'avant. On utilise des capteurs de puissance, ce qu'on n'utilisait pas du tout il y a quelques années, et ça permet de mieux cibler les charges d'entraînement, de mieux cibler les intensités d'entraînement voulues pour travailler tel et tel aspect d'une course. Donc voilà, après je suis pas non plus dupe, et j'imagine qu'on cherche toujours à se doper. Et parfois on y arrive. Mais quelle est l'étendue, on ne sait pas. Tu crois qu'on va encore progresser le 400 mètres haies, il va y avoir encore des secondes grappillées tout le temps. C'est encore possible, c'est illimité. Aujourd'hui, il y a des progressions qui sont dues aussi aux matériaux, et ça on le sait. C'est évident aujourd'hui quand les chaussures, vous progressez, les chaussures et les pistes. Les pistes qui ont une restitution d'énergie, et puis les chaussures avant qui étaient là pour protéger, donc pour absorber l'énergie, mais qui ne la restituait pas. Aujourd'hui, elle absorbe et elle restitue. Donc ça, c'est un effet rebond qui est avec le carbone et les nouvelles mousses qui permet d'aller plus vite, que ce soit sur la route ou sur les pistes. Même toi, tu le ressens maintenant à ton niveau, qui est un super niveau, mais tu le ressens par exemple pour un semi ou un marathon ou un 10 km, tu le ressens aussi. Oui, bien sûr. On ressent, avec ces chaussures-là, on le ressent même en marchant quand on a l'habitude. Quand on marche, on sent qu'il y a une restitution d'énergie qui est plus forte. Donc quand on court, en plus, ça apporte la déformation du carbone, et donc là, c'est encore un plus. On va parler du sport santé, sur lequel tu es très investi. Oui. Donc déjà, parce qu'on travaille ensemble avec Harmonie Mutuelle pour le sport santé. Et là, donc récemment, j'ai reçu un communiqué de presse du rapport sport santé du ministère des Sports, avec des directives ou des propositions pour améliorer la pratique du sport en général dans la population française. Donc toi, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, sur lequel t'es investi, notamment en cardiologie. Tu me dis tout à l'heure que tu faisais des études pour comprendre en fait vraiment à quel point le sport pouvait aider monsieur et madame tout le monde à se sentir mieux.
T'arrives, toi, à te décorréler du sport haut niveau. Alors pour toi, tu cours 10 km en 40 minutes. Et après, tu arrives à parler à des gens qui font jamais de sport. Enfin, c'est pas facile, je trouve, de trouver la bonne façon de parler, de s'y intéresser. Oui, c'est vrai que en fait, je suis très intéressé par le sport, le sujet du sport santé depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. La première fois, en fait, j'ai été sollicité par la Fédération française de cardiologie pour faire la promotion des parcours du cœur. Donc c'est un circuit national de promotion de l'activité physique à des fins de santé sur de la prévention primaire. Et puis, je me suis intéressé à l'enjeu de l'activité physique adaptée à vocation thérapeutique sur la prévention, ce qu'on appelle secondaire ou tertiaire. Et depuis, il y a énormément de données qui montrent l'intérêt, que ce soit en prévention primaire ou en secondaire ou tertiaire pour beaucoup de pathologies, l'intérêt de la pratique de l'activité physique. Et je me suis dit, il faut que le sport se mette aussi au service de ça. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre quand on dit sport santé, parce que les représentations, et particulièrement en France, du sport, c'est l'effort, c'est engagé, c'est physique, donc presque dangereux dans la tête des gens. Donc quand on met santé à côté, ça permet d'équilibrer et ça permet de rassembler toutes ces pratiques préventives dont je parlais. Mais il faut être prudent quand on travaille avec des personnes qui sont fragiles. Quand on parle de sport, effectivement, ça peut faire peur. Donc, on parle souvent d'activité physique. D'abord, on va vous remettre à l'activité physique. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai travaillé dans le cadre de l'étude As du cœur, j'ai travaillé avec un groupe de patients, avec des médecins, bien sûr. On est toute une équipe, au sein d'une équipe. Et quand on parlait avec les patients, au début, on parlait bien sûr activité physique. Mais à la fin, quand ils reprenaient confiance, qu'ils avaient retrouvé de la capacité physique, eux, ils étaient très fiers de dire « j'ai repris le sport ». Voilà. Donc, il y a en même temps un côté valorisant de dire « je fais du sport », mais un côté un peu effrayant au début. Donc c'est marrant de voir les gens migrer. Il faut leur parler d'activité physique, sinon si vous leur parlez de sport, ils disent « oh là là, moi je suis fragile, je ne vais pas pouvoir en faire, c'est dangereux ». Mais à la fin, ils disent j'ai repris de sport, je me sens bien. Voilà. C'est ça qui est marrant dans la perception qu'il y a avec le sport et la façon dont ils font jouer. Donc en fait, c'est parce que finalement, on parle trop vite peut-être de courses, de semi-marathon, de 10 km, même de la course comme la parisienne, et pas assez de ce démarrage. Oui, d'abord, retrouver de la condition physique d'abord. Reprendre de la condition physique pour son quotidien finalement, pour améliorer son quotidien. Quand on remet en activité physique des gens qui ont une soixantaine d'années, qui n'ont rien fait depuis des années, il faut y aller très progressivement, avec de la régularité, mais très progressivement, pas trop d'intensité au départ, de la régularité. Et puis au fur et à mesure, on augmente la fréquence, on augmente la durée des séances, on augmente l'intensité. Mais voilà, comme on fait pour un sportif, en fait, on ne va pas tout de suite vous demander de vous entraîner 10 fois par semaine. Donc, on doit procéder de la même façon. Et puis après, ce qui est assez incroyable, c'est que pour des personnes qui n'ont rien fait depuis longtemps, dès qu'on en fait un peu, déjà, ça change beaucoup, en fait. Parce qu'elles partent d'un niveau zéro. Donc, si on s'y prend bien, avec peu de séances, on arrive déjà à faire en sorte que les gens ressentent un bienfait dans leur quotidien. Ah bah tiens, je me sens moins essoufflé quand je monte les escaliers. Avant, j'étais essoufflé, j'étais obligé de m'arrêter au premier étage, de m'arrêter 15 secondes avant de reprendre. Maintenant, je peux monter 3 étages. Et ça motive les gens. Et on voit souvent des gens qui arrivent sur ce genre de programme. Par exemple, c'est des gens qui avaient été envoyés par des médecins qui leur disaient « ça serait bien que vous bougiez un petit peu quand même pour votre santé, pour éviter de refaire un accident cardiaque ». Et puis à la fin, ils y viennent parce qu'ils savent pourquoi ils le font. Ils savent que ça leur améliore leur qualité de vie, ils s'en rendent compte au quotidien. Et donc la motivation, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus intrinsèque qu'au début où c'est vraiment motivation extrinsèque, la recommandation du médecin, presque l'injonction du médecin de vous bouger, quoi. Et là, tu me dis que vous aviez fait une étude économique. Oui, une étude sur d'impact. Les dépenses de santé liées à cette reprise du sport. Exactement. Alors en fait, pourquoi j'ai ça ? Parce que je vis dans les Alpes-Maritimes et je me suis installé là-bas pour monter un centre sportif, Sport Santé, avec l'ambition dans ce centre d'accueillir des personnes qui ont eu une pathologie, qui ont une affection longue durée, soit une maladie coronarienne, soit du diabète de type 2, soit pas que ces personnes, mais aussi ces personnes-là, et aujourd'hui à qui on ne propose pas un sport adapté à proximité de chez eux. Donc l'idée serait été de recevoir ces personnes dans une logique d'abonnement, mais avec vraiment un lien avec le médical, un suivi et une sécurisation des programmes. Et donc on s'est dit, on va faire un programme test pour des patients coronariens, moyenne d'âge 60 ans. Et en même temps, on s'est dit, tiens, on va voir l'impact médico-économique de ces programmes, parce que ça manque en France. On a beaucoup d'études qui montrent les effets positifs sur la santé,
Ça, il y en a plein. Oui, mais l'impact voilà. Mais l'impact médico-économique pour dire, mais si on met 1 euro, qu'est-ce que l'on gagne derrière? Et c'est ça qui sera, je dirais, le catalyseur pour pouvoir déployer sur l'ensemble du territoire si on est capable de démontrer. Et donc, nous, on a fait cette étude, on a pu travailler avec le régime social des indépendants là-bas de la Côte d'Azur, près de Nice, pour accéder aux dépenses. Et on a vu que dans l'année d'intervention, en n'intervenant que 5 mois, après on leur a dit maintenant continuez par vous-même. Donc 5 mois de sport. 5 mois à 2 adapté. séances par semaine, des échanges, un suivi téléphonique, une séance recommandée le week-end. 5 mois comme ça, 30% de réduction des dépenses de santé. C'était des gens qui avaient un profil de 4100 € de dépenses, ils sont passés à 2008. Et avec un coût d'intervention 2800 par an, au lieu de 4100. Voilà. Ouais. Et avec un coût d'intervention bien en dessous de la réduction des dépenses. Donc, il y a vraiment un bénéfice santé et un bénéfice médico-économique. Et on a présenté cette étude au ministère des Sports et de la Santé. On a réussi à étendre cette étude dans le cadre de ce qu'on appelle un article 51, qui est un dispositif qui a été introduit dans la loi de sécurité sociale de 2018, qui permet un financement dérogatoire par l'assurance maladie de dispositifs innovants s'insérant dans le parcours de soins du patient. Et en fait, on a accompagné sur 5 régions presque 500 personnes sur ce même programme en sortie des centres de soins de suite. Parce qu'une personne qui a un accident coronarien, elle va être prise en charge, on va lui poser des stents. Elle va, si elle le souhaite, tous ne le font pas, mais aller dans un centre de soins de suite et de rééducation ou un SMR maintenant. Et elle va, pendant 2-3 semaines, pédaler sur un vélo, faire de la rééducation. Et à la sortie, on va lui dire maintenant, il faut continuer. Ouais, le problème, c'est que la marche est trop haute. Ouais. Il n'y a pas d'autonomie en termes de motivation. Il n'y a pas d'autonomie en termes de compétences, de savoir-faire pour faire les bonnes pratiques. Donc, les personnes, souvent par peur, arrêtent. Et là, les gens ont quels âges à peu près? Là, c'était une 60aine d'années, à peu près. Donc, les personnes arrêtent. Et c'est là que le programme, on l'a introduit dans cet article 51. On a proposé à certaines personnes de rentrer dans ce programme. Et on a retrouvé la même réduction de dépenses de santé, même un peu plus. Et en gros, sur 466 personnes, l'économie nette, quand on paye l'encadrement, l'ingénierie du programme, c'est 1,2 million pour 466 personnes. 1,2 million d'économiser. Et chaque année, là, sur 466 personnes, chaque année, il y a à peu près 70 000 personnes qui passent en centre de soins de suite, rien que pour la cardiologie. Donc vous imaginez les économies potentielles. Et une fois de plus, c'est de l'économie nette. Ça veut dire qu'on a créé de l'emploi. On a créé de l'emploi. Un peu plus. On fera le calcul. On crée de l'emploi à forte valeur ajoutée sur le plan social et on améliore la santé des gens, on améliore les finances publiques. Donc, il y a eu une évaluation indépendante de ce programme dans le cadre de l'article 51 qui a conclu à la pertinence de la généralisation du programme. Et ça, c'était en 2018 ? Là, ça c'est l'évaluation vient de se finir là, en 2024. Elle s'est terminée en 2024, l'évaluation. Et le Conseil stratégique d'innovation en santé et le comité technique d'innovation en santé ont donné un avis favorable pour la généralisation de ce programme. Parce qu'en article 51, c'est soit on abandonne, ça ne marche pas, soit potentiellement on généralise. Donc il se pourrait que l'activité Donc en fait, c'est physique, les gens qui rentrent chez eux après le stage en rééducation. Oui, en centre de soins de suite. Voilà. Là, ils vont voir des coachs. Ils pourraient avoir des coachs qui sont bien identifiés, des gens qui sont formés à l'activité physique adaptée thérapeutique. Et donc, tout l'enjeu, c'est de développer cette filière aussi, parce qu'aujourd'hui, par rapport au nombre de malades, il y a une disparité de capacité d'accueil sur le territoire. Très donc, peu de coachs ça formés va être la structuration. Mais en gros, ça pourrait ouvrir la porte à la prise en charge de l'APA thérapeutique sur des programmes soit de 5 mois, soit de 3 mois renouvelables sur 3 mois, selon l'évaluation au bout de 3 mois, puisqu'il y a un intérêt et médical et médico-économique à le faire. Mais pourtant, dans le vote du budget récent, justement, l'APA a été déremboursée aujourd'hui, dans les budgets de la sécurité sociale, il me semble, 2025. Alors, l'activité physique adaptée, de toute façon, aujourd'hui, elle n'a jamais été prise en charge dans le cadre du régime général. Il n'y a pas de prise en charge. Aujourd'hui, il y a des dispositifs différents sur les territoires qui permettent de la prendre en charge, mais ce n'est pas le régime de l'assurance maladie qui prend en charge de manière systématique les gens qui pourraient en avoir besoin et être éligibles à ce genre de programme.
Donc voilà, à suivre quoi, ce À suivre, système. à suivre. Ouais. Et donc toi, tu fais quoi? Tu fais du lobbying? Tu vas voir Oui, bah on est plusieurs. Voilà, les députés Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Ok. J'ai l'occasion de rencontrer certains députés qui sont très sensibles à la question du sport santé. Des rendez-vous au ministère aussi, et puis avec beaucoup de médecins aussi qui sont mobilisés, certains sur ces questions, qui prennent souvent la parole à ce sujet-là. Oui. Chacun, on essaye d'apporter ce que l'on peut apporter pour faire avancer ça, parce que vraiment, c'est une opportunité. Et puis, c'est un enjeu. Aujourd'hui, la médecine telle qu'on la conçoit, bientôt, elle ne sera plus finançable. On voit qu'on a du mal à avoir des équilibres. Et on a de plus en plus de malades chroniques. Et la prise en charge coûte de plus en plus cher. Sur les cancers, on n'a jamais soigné aussi bien le cancer, sans doute, mais il n'y a jamais eu autant de cas de cancer, et ça n'a jamais coûté aussi cher la prise en charge. Donc, à un moment, c'est juste pas tenable. Donc, il faut qu'on pense prévention primaire, et qu'on trouve des moyens d'intervention en secondaire, en tertiaire, qui amènent de la santé et qui soient moins coûteux. Hyper intéressant. Donc, à suivre, ça, ton centre, il existe déjà, non? Non, malheureusement, c'est un gros problème, parce que il y a une dimension immobilière, donc on est bloqué sur ce plan-là. Mais en tout cas, je ne regrette pas, parce que ça nous a amené déjà à ce programme As du Cœur, d'abord sur 40 personnes, puis sur près de 500 personnes en France qui ont pu en bénéficier. On espère qu'il y en aura d'autres qui bénéficieront, et puis peut-être que le centre se fera, mais ce sera compliqué. Mais alors là, moi, tu m'offres une transition, je sors du sujet, mais il y a un vrai souci de loyer sur les salles de sport, en fait. Parce que tu vois, en région parisienne, notamment dans les grandes villes, beaucoup de salles de sport ne sont pas rentables parce que les loyers, par exemple, sont beaucoup trop chers, parce qu'on a besoin de grandes surfaces, de climatisation, d'accès PMR, c'est normal. Mais tout ça, c'est des coûts énormes et qui font que les projets se font pas forcément ou sont peu rentables, donc vite périclites. Et en fait, on aurait besoin, donc encore une fois, du lobbying, mais on aurait besoin d'avoir une aide au loyer pour les activités de sport, pour que justement on ait moins de charges de loyer, ou en tout cas voilà, que ce soit un peu aidé, parce que on aimerait pouvoir proposer plus de services comme ça à la population, mais c'est pas possible en fait, financièrement on s'en sort pas. Oui, il y a plusieurs axes de réflexion, ça peut être celui-là. Il y a une réflexion aussi sur la TVA. Est-ce qu'aujourd'hui il est normal qu'on ait une TVA qui soit plus chère pour une salle de sport ou pour des pratiques sportives que pour un fast-food? Tout à fait. On peut quand même se poser la question. Pendant aujourd'hui. Le Covid, on en a beaucoup parlé, de la TVA à 0% pour le sport. Oui, et si ce n'est pas à 0%, qu'elle soit réduite pour justement faciliter les modèles économiques sur des choses qui apportent de la santé, qui contribuent à de la santé. Prévention. Quand vous achetez un dossard aujourd'hui, moi je connais des gens qui ne courent pas ou qui se mettent à la course seulement parce qu'il y a eu le marathon pour tous. Pendant les Jeux olympiques et paralympiques, pendant les Jeux olympiques, il y a eu le marathon pour tous. Ça a amené beaucoup de gens à courir, à se préparer, et probablement des gens qui continuent à courir, à prendre soin de leur santé grâce à ça. Beaucoup de gens qui vont préparer tel marathon ou tel semi-marathon, tel 10 km. Est-ce que oui, quand on achète un dossard, ça doit être le même prix que... À partir du moment où ça emmène les gens dans les pratiques de santé et que c'est bénéfique pour la société, peut-être qu'on peut se poser la question, effectivement, surtout que ce n'est pas un bénéfice marginal. Il y a des choses qui peuvent se discuter, quoi, entre boire de l'eau minérale ou de l'eau de source ou de l'eau du robinet, peut-être qu'on peut en discuter. Mais entre faire du sport ou pas faire de sport, on sait très bien que statistiquement, bien sûr, il y en a qui vont dire « oui, mais quand on fait du sport, on se fait des entorses ». Oui, c'est vrai. On peut se faire des entorses. Mais statistiquement, une population sportive, elle coûtera moins qu'une population sédentaire. Ça, il n'y a pas de sujet. J'ai encore 2 questions pour toi. La première, c'est plus sur la parentalité. Donc, on a parlé de ton cas de sportif de haut niveau, mais pour les parents. Donc, toi, tes enfants sont quand même assez grands. Est-ce qu'ils font du sport? Est-ce qu'ils ont fait beaucoup de sport? Alors, mes enfants, oui, ils ont tous fait du sport, parce que ma femme est ancienne athlète aussi. Donc, Odile, oui, voilà, elle a fait de l'heptathlon, donc elle a fait les Jeux aussi en 92 à Barcelone. Donc, ils ont baigné dans le sport, ils ont tous fait du sport, et ils en font toujours. Avec des moments où ils en font plus ou moins, ça dépend avec les études, les déménagements. C'est comme pour tout, dès qu'il y a des ruptures dans la vie, le sport passe souvent à la trappe, des ruptures professionnelles, des changements de vie. On est plus loin de sa salle de sport qu'on avait l'habitude de fréquenter. On va à l'université, on change de ville. Mais ils ont gardé ce
ce besoin-là. Et le plus important pour moi, c'est qu'ils comprennent, ils sont capables de faire un lien entre leur état psychique et leur état physique, leur niveau d'activité physique. Comment est-ce que tu leur as amené ça en tant qu'enfant ? Qu'est-ce qu'on dit à un enfant pour qu'ils comprennent, qu'il se sent mieux après sa séance de sport ? Moi, je leur dis parfois, va nager, ça va te faire du bien, tu vas te sentir mieux après. Oui, en fait, c'est quand on les amène tout petits, c'est naturel en fait, hein, pour un gamin. Je pense que tout ce qui est aujourd'hui loisirs numériques pour les jeunes, c'est un palliatif parce qu'ils n'ont plus beaucoup d'espace pour bouger bien souvent. Dans les villes, dans beaucoup d'endroits, et puis la vie aussi, les amène à ne pas bouger. On fait tout pour qu'ils ne bougent pas parfois. Donc, mais si on les met dehors, des enfants, ils sont contents. Ils vont naturellement bouger. Ils ne vont pas rester assis. Ils vont naturellement bouger. Donc, il faut maintenir ça en permanence. Les amener le plus souvent à l'extérieur. Leur donner un ballon, des raquettes, des jeux. Et naturellement, une corde à sauter, naturellement, ils vont s'en servir. Naturellement, ils vont aller grimper sur un arbre, donc grimper dans un arbre. Mais le problème, c'est qu'on crée un environnement qui ne les stimule pas. Donc quand vous les amenez sur un stade, ils voient des gens qui bougent, ils bougent. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et si vous les amenez avec vous tout petits, ils ne vont pas manifester et dire non, c'est hors de question, je ne veux pas marcher. Si vous les habituez et que vous ne les écœurez pas, c'est toujours pareil, il faut de la progressivité, de la régularité et voir comment ils réagissent. Mais il n'y a pas d'enfant qui, par nature, n'aime pas bouger. Et alors, du coup, donc toi, tu as toujours emmené tes enfants faire leur sport dans différents clubs, activités, fédérations, j'imagine, où ils ont été. Oui. Il y en a un qui fait du basket, tu m'avais dit. Alors, il y en a un qui fait du basket. Ma dernière, elle fait de l'athlétisme. Et puis, celui au milieu, c'est le foot. Donc, lui, il n'est plus en club, mais il court. Il s'est mis à courir aussi maintenant. C'est course, foot, conditions physiques. Et donc, comment est-ce qu'on pousse un enfant quand même à continuer son sport, même si à un moment donné, il a envie d'arrêter, vers 12-13 ans, 14 ans, l'entrée en seconde aussi, souvent pour les filles. Il y a notamment des études qui montrent que vraiment le collège pour les filles, au lycée pour les garçons, c'est des gros moments d'arrêt. Oui. Comment est-ce qu'on les pousse ? Est-ce qu'on pousse ? Est-ce que c'est pas trop ? Comment est-ce qu'on dose ? En fait... Toi, tu as l'expérience, tu en as eu 3. En fait, tout dépend... C'est ce que j'ai dit à mes enfants. Pourquoi vous faites du sport, en fait ? S'ils me disent c'est pour faire du haut niveau et être champion, je dis je connais un petit peu le parcours, donc je suis assez légitime pour te dire par quoi ça passe. Et donc, de temps en temps, oui, il faut s'accrocher. Il y a des moments difficiles, donc là, je vais les pousser un petit peu par rapport à ça. Après, si c'est une pratique loisir, la seule chose que je dirais, tu n'as plus envie de faire du basket ou du tennis ou... va faire un autre sport, choisis. Mais ce que je veux, c'est que tu fasses du sport. Parce que là, c'est un enjeu de santé. Donc, je veux que tu sois actif. Et un gamin, on peut dire ce qu'on veut, mais s'il ne fait pas de sport, il y a très peu de chances qu'il aille faire des randonnées par lui-même, qu'il aille faire... Donc moi, ça a été un peu le discours. Dire, choisis un autre sport, essaye un autre sport. Et donc, il y en a qui ont fait des arts martiaux, ils ont fait plusieurs sports, et puis ils ont changé parce qu'ils n'aimaient pas. Et puis, voilà. Mais... tout dépend de la motivation et quel est l'enjeu pour l'enfant. Mais effectivement, s'il est décidé à faire de la compétition, de temps en temps, il faut le supporter, l'encourager un petit peu. Mais il faut que le plaisir, que ponctuellement, il y ait pas envie d'y aller. Mais si c'est tout le temps, il faut se poser la question, savoir si c'est le bon sport pour lui et peut-être lui permettre d'aller vers un autre sport, et lui dire c'est peut-être pas le sport, si t'aimes pas ça au quotidien, ça va être compliqué de faire du haut niveau, quoi. Et est-ce qu'il faut en parler aux entraîneurs ? Est-ce qu'il faut s'en mêler, pas trop ? Quelle est un peu la bonne action des parents ? Parce que toi, tu me disais juste avant qu'on commence la vidéo, toi, ce qui te plaisait dans l'athlétisme, c'est que tes parents viennent pas te voir. Et apparemment, c'était pas le cas pour d'autres personnes que tu connaissais dans ta famille. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on trouve en fait notre rôle en tant que parents pour accompagner nos enfants au sport ? Ouais, c'est très, très, très difficile parce dans ma famille, on est 3 garçons, je suis le plus jeune. J'ai commencé l'athlétisme et après, mes 2 frères aînés sont venus en faire. Et l'aîné... Ils étaient tous les 2 bons, j'imagine. Alors, l'aîné a été jusqu'à un championnat d'Europe junior et le deuxième championnat de France. Voilà. Donc, et l'aîné, en discutant après, me dit moi, j'aurais bien aimé que mon père soit plus présent. Et puis je lui dis moi non, j'étais content comme ça parce que je me dis les parents ils sont finalement pour notre chambre, faut que tu ranges ta chambre, faut que tu fasses tes devoirs, est-ce que tu as fait ci, fais ça. Je dis là au moins ils sont pas là, c'est très bien. Donc comme quoi pour des parents c'est compliqué de sentir parce que 2 enfants peuvent avoir des attentes différentes.
Et comme je le dis, si mon père avait eu cette finesse pour détecter les attentes de mon grand frère et qu'il était allé le voir, peut-être que moi j'en aurais été jaloux de dire qu'il va le voir lui et qu'il ne vient pas voir moi. Et donc c'est très très compliqué. Il faut en parler, il faut essayer de cerner les attentes, dire voilà, je suis à ta disposition si tu veux que je vienne te voir. Moi, c'est comme ça que je fais aujourd'hui. Okay. J'ai ma fille qui fait de l'athlétisme, donc c'est encore plus, je peux être encore plus encombrant pour elle. Oui, puis elle a un nom de famille pas facile à porter. Donc pour elle, et donc je lui dis, c'est toi qui décides. Moi, ça me fait plaisir de te voir parce que je suis ton père avant tout. Donc je suis content de te voir prendre plaisir à l'athlétisme. Mais si à un moment, tu as envie d'être avec tes amis et que je ne sois pas là, ça ne me vexera pas et je ferai autre chose. Et donc voilà, on a ce rapport-là. Je pense qu'il faut échanger. Mais surtout, voilà, faire en sorte que ce soit le plaisir de l'enfant avant tout. Ce n'est pas le nôtre qui prime, c'est le sien. Et j'ai une dernière question. C'est qu'est-ce que tu te dis dans ta tête quand tu t'entraînes ou quand tu es sur une course et que c'est hyper dur? Qu'est-ce qu'on se dit dans ce moment où, par exemple, pour un 10 km, au kilomètre 6, 7, dans ton cerveau, dit « Oh, mais c'est pas grave, ralentis, tout va bien, on s'en fout finalement, qu'est-ce que ça peut faire ?» Comment est-ce qu'on réagit quand le cerveau commence à négocier? J'ai toujours réussi à le faire taire. Il n'y a pas de négo. Comment tu fais pour faire taire? C'est ça, tu dis pas de négo, quoi. Tu as envie de ralentir, mais non. Non, parce que c'est quand ça devient difficile que c'est là que c'est intéressant. Eh ouais. c'est là que ça se joue un peu. Bon, alors après, on fait avec les moyens du bord, hein, mais garder, je me dis, s'il te reste que la tête, si tu n'as plus les jambes, au moins, s'il te reste la tête, c'est ça qui va te permettre de faire du mieux possible. Donc, et la tête, les jambes, quand on peut plus, on peut plus. Mais la tête, ça reste voilà, quelque chose qu'on peut décider de garder pour optimiser. Donc, dans une dernière ligne droite, quand on sent que ça, c'est en étant engagé là-haut qu'on maximise ce qui se passe en bas, quoi. Donc, c'est là qu'il faut se battre. Le combat, il se mène là-haut à la fin. Et tu te dis des trucs, il y a des phrases que tu te disais ou c'était juste, je lâche pas, ou est-ce qu'il y a des préparations, moi, des moments? Un mot, c'est encore. Voilà, c'était, je me rappelle dans des courses, encore, voilà, encore. Tu peux encore. Voilà, c'est là, tu peux encore en mettre. Alors sur le 400 mètres haies, ça dure, c'est court, long, ouais. C'est pas la même chose, mais c'est c'est l'intention. Ok, c'est peut-être pas le temps que tu voulais faire, tu le feras pas, mais fais du mieux possible pour t'en rapprocher le plus. Parce que sinon après, quand on est sur un marathon, on s'est dit voilà, mon objectif c'est de faire 2h50, 3h, 3h30, peu importe. Qu'on voit qu'on ne le fait plus, c'est terrible. Après, si on se dit, bon, de toute façon, ça ne sert plus à rien de courir parce que j'atteins pas c'est encore plus pénible. Donc, c'est essayer de s'accrocher et puis de faire du mieux possible. Voilà, c'est ça le nouveau challenge. Il faut tout de suite se remettre un autre challenge. Ok, je ne ferai pas 3 heures, je vais faire 3h05. Ok, j'ai tout donné pour faire 3h05. Je ne ferai pas, je ferai peut-être 3h10. Et au moins, voilà, on est fiers de soi à l'arrivée, de s'être donné jusqu'au bout et de ne pas avoir lâché. Ok. Et ça, tu l'as travaillé mentalement ou c'est venu tout seul? À force, hein, quand vous courez sur 400 mètres, que les dernières lignes droites sont longues, c'est venu, ça vous entraîne à ça, ça vous entraîne à ne pas lâcher, à dire ok, bon, je vois, on me dépasse à droite, à gauche, mais de toute façon, je vais tout donner et puis on comptera les points après, quoi. Voilà. Tu as des objectifs sportifs là, bientôt, prochainement? Est-ce qu'à 55 ans, on peut encore s'améliorer ou au moins aller chercher des temps juste pour se faire plaisir? Je ne fonctionne plus trop sur objectif. En fait, Okay. Voilà, j'ai une opportunité de mettre un dossard. Je vais courir. Je me prépare pas et je fais mes séances. Le jour, j'étais pour une compétition à Clermont-Ferrand. Il faisait beau, il y avait une piste d'athlée. J'ai fait, je vais faire 8 x 500 avec une 30 de récup parce que c'est ce que j'avais envie de faire. C'est tout. Et donc, c'est pas corrélé à un projet. Et puis là, en fonction du temps que j'ai, je vais aller courir. Je vais courir avec ma femme au rythme de ma femme parce que ça me plaît, et puis un autre jour je vais tout seul et je vais me mettre minable tout seul, mais je prépare plus. Alors voilà, je cours vraiment comme ça, mais ça me permet encore d'envisager de faire 36 au 10 bornes, de faire peut-être une 20 au semi, ou peut-être j'aimerais bien faire une 20 ou une, mais là il faudrait que je prépare, que je sois plus sérieux, que je laisse un peu le vélo et que je fasse plus de courses. Comme mes mollets ont l'air de bien vouloir supporter des charges d'entraînement un peu plus importantes que ces dernières années, peut-être que je vais pouvoir essayer de préparer un semi en une 19, une 20. Ouais. Trop beau. 56. On verra. Ouais. Pour l'instant, c'est un projet. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de l'invitation.
Merci beaucoup d'écouter Long Live toujours de plus en plus nombreux sur vos applis d'écoute de podcasts préférés, mais aussi sur YouTube en vidéo. N'hésitez pas à nous donner des commentaires, à nous faire part de vos réactions, de vos suggestions pour améliorer ce podcast ou peut-être d'autres interviews que vous aimeriez écouter. Et on vous dit à tout bientôt. Salut!